Les Instigateurs, podcast numéro 79. Aujourd'hui, on vous parle du prix versus la valeur. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What up, Big Daddy? Hello! En forme, mon beau garçon? Ouais, je me remets d'une opération mineure au testicule. J'ai eu une vasectomie vendredi passé, fait que je marche très bizarre et je prends ça relax. Encore? Vendredi, il me semble que c'est loin, là. Ben non, ça fait là on enregistre là, on est mardi, ça va 5 beaucoup jours. mieux samedi, dimanche, lundi, ouais, fait 4 jours on va le dire là. Mais c'est beaucoup mieux aujourd'hui par exemple, les premières journées, comment je te dirais ça? OK. C'est comme tu sais, on dirait quand t'es jeune, des kicks d'un gosse, t'en reçois, mais t'en reçois plus en vieillissant, genre, tu sais. Fait que c'est un feeling qui me ramène dans mon enfance de kick d'un gosse où, tu sais, Ok, bon, mais gars, ça veut dire que considère-toi comme quelqu'un d'étant privilégié, parce que moi, me faire scraper la fourche, c'est sur une base régulière, soit par Tom qui me donne des coups de bâton, ou par des chiens de 60 livres qui me sautent dans la fourche. Marie-Ève, c'est comme, elle pourra le dire, et c'est le gag constant. Il n'y a pas une semaine que, genre, je peux passer sans un moment donné, quelque part dans la semaine, me rouler la terre, plus de souffle, juste en état de survie très réflexe et primal. Ben, c'est vrai que tes chiens sont gros. Fait que je suis d'accord avec ça. Moi, la vasectomie, j'ai rien à craindre. Ça veut dire que je la vis à toutes les semaines. Ça va être correct. La dernière fois, moi, que je me souviens vraiment du feeling, tu sais, comme, mais vraiment, tu sais, comme, oui, des petits coups comme ça, c'est correct, là, mais comme, j'avais reçu une balle de hockey dans la fourche, puis j'étais comme, tab. Tu sais, quand ça remonte dans des abdominaux, puis tu le sens dans ta gorge quasiment, ben, ça filait de même la première journée, mais après, c'est pas si pire, mais la seule chose, faire attention, parce qu'ils disent, même si tu feels correct, la première semaine, même si tu te mets à lever des affaires un peu trop pesantes, ça peut enfler, en tout cas partir hors de contrôle. Mais bref, ça va bien. Ce qui était très drôle dans l'histoire, c'est que j'arrive là le matin, et puis littéralement, le rendez-vous juste après, c'était un de mes chums, Christian, qui était là, qui vient d'avoir sa 3e fille en 4 ans et qui a décidé de couper le canal famille. Nous autres, après, et puis ils te mettent dans un lit là pour en observation pour une demi-heure à peu près après. Là, tu sais. Fait que Christian était juste à côté de moi dans le lit d'à côté. Fait qu'on a demandé à la nurse de prendre une belle petite photo sur nous autres qui sont un petit peu high sur le fentanyl, mais à part de ça, c'était très drôle. Là. C'était comique, tu sais, on était là les deux là juste à. Ça a l'air d'être la saison. Il y a toi, il y a mon bon chum Denis qui est allé aussi dans les derniers jours. Non, j'en entends de plus en plus parler. Dude, c'est tellement comique les saisons en grandissant où il y a des choses, tu sais, comme quand tu grandis, tu sais, t'arrives puis là à un moment donné tout le monde se marie, puis à un moment donné tout le monde a des enfants, puis à un moment donné t'as des divorces, puis à un moment donné t'as les vasectomies, puis c'est pareil ici, bonhomme. Je te dirais, là, comme j'ai pas assez de doigts de main pour compter de mes chums quand une vasectomie cette année, là. C'est mental. Moi, je vais attendre. Au Québec, en bas de 35 ans, à moins que t'aies vraiment une grosse famille, ils sont... Genre, faut que tu démontres que t'es sérieux à la limite. Ouais, là. C'est ça, là, ça peut pas être... T'es tellement jeune, tu pourrais le regretter plus tard, blablabla. Fait que, maman. Ouais. Je fais juste attendre. Moi, ma décision, elle est prise depuis longtemps, puis je vais juste me plier aux règles de... J'allais dire l'infirmière, mais c'est pas l'infirmière, j'imagine qu'il coupe rien, là, fait que... C'est tellement drôle, man. T'arrives...
On rappelle, c'est un podcast d'affaires. Mais... mais tu sais, j'arrive là, man. J'arrive, mais moi, j'ai fait ma vasectomie à Bathurst. On arrive là le matin. Puis tu sais, t'arrives là, le docteur est là. Il y a un docteur puis 2 nurses qui sont là. Puis genre, comme, t'arrives là puis il te donne une espèce de petit sédatif, là, mais t'es conscient, là, comme mais tu sens rien vraiment, mais tu sais. Ben, eux autres, ils en ont probablement fait 10 000 là, des vasectomies. Là. Ils sont là, wow, ça jouait de la musique, ça jasait, c'était des jokes. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de te friguer dans le sac. Là, tu sais, comme tu jases avec... Oh, hey, c'est quoi cette musique-là qui joue? Hey, ouais. Puis, en tout cas, bref, c'était terriblement drôle. C'était terriblement casual. C'était comme, ça rentre, ça sort, pas de problème. Je pense que c'est pas la première fois qu'ils voient des appareils génitaux. Là, puis, mais ça part. En tout cas, bref, c'était pas si pire que ça. Ok, bon, mais bonne nouvelle. Content de voir que tu te portes bien. Voici, là, c'était l'update de ma vasectomie. On jase de sujets importants dans le podcast des instigateurs. Mais c'est important pour les hommes qui nous écoutent de bien, je veux juste vous préparer, là, si ça arrive, là. C'est correct. La vraie vie, les entrepreneurs aussi se font chop-chop. Fait que, ouais. On n'est pas différents. Nous ne sommes que de communs hommes. En tout cas, il n'y avait pas aucune syntaxe, puis c'est une traduction libre, là, mais... Toi, comment ça va, à part de ça? Ça va bien, man. Non, je tombe en vacances dans 2 semaines. Étrangement, j'ai pas l'impression que j'en ai besoin. Non? Même si ça a été comme des gros derniers mois. Mm-hmm. Je me dis que c'est bon signe. Puis, non, on pouvait, genre, la vie reprend son cours, le bois baisse, je recommence à avoir ma routine à la quincaillerie, fait que le bois baisse-tu, là, vraiment? Ah oui, man. Ah oui? Je check ça toutes les semaines. La semaine passée, c'était 11,10, là, il est descendu à 7,76. C'est quand même bon. Pourquoi, un 2x4? Ouais, 2x4 8 pieds. Fait que... C'est bon? Non, c'est bon. Fait que je me réinvente des petits projets. Fait qu'on va voir. Mais non, on pouvait, genre, je t'es en mode maintenance plus que construction, création présentement. Mais avec ton patio, par exemple, j'ai vu la dernière fois là, sur ton Instagram là, comme ton setup. Ouais, mais c'est tout le temps la notion de je sais pas, je suis ici encore combien de temps. Tu sais que jusqu'à la maison, c'est un flip. Fait que à chaque année, je fais quelques petites améliorations en me disant si je vends demain matin, genre en étude dans mon argent. Là, je commence à plafonner un peu sur ce qu'on fait. Mais ouais, mais ça a vraiment bien, je trouve vraiment. Non, par rapport à la dernière fois que j'étais chez toi, là, ça regarde vraiment cool. Ça a doublé l'espace, puis non, tu sais, comme ça fait plus clean, là. Il y a encore un paquet d'affaires qui me gossent, mais ça avance, là. Il y a une ère. En parlant de gosse, Serge, as-tu commencé à sortir ses speedos? Non, à date, Serge se porte bien, à part qu'il faut maintenant que j'explique à mon enfant, je me souviens pas si je n'avais parlé, mais il faut que j'explique à mon enfant pourquoi c'est important de pas faire un trait d'essence dans le gazon de 40 pieds pour allumer ton feu à distance parce que tu as dû mettre 6 litres de gaz dedans pour le partir. Là. Papa, pourquoi il y a le feu chez le voisin? Parce que Serge, c'est un cabochon. Fait que... Papa, pourquoi il y a encore le feu? Ben parce que il mouille, puis tu pouvais genre... il fait son ménage de terrain une fois par année. Il fait une journée qu'il mouille. Fait qu'il fait juste pogner un 10 litres de gaz, le met dans le feu, il garde le dernier litre pour faire une trace sur son gazon. Fait que c'est à pluie battante. T'as un mur de feu de genre 40 pieds. Puis là, Tom, il est comme, pourquoi il y a le feu? Je sais pas. Puis là, genre, moi puis lui, on est dans le parc-patio, puis on le sait que ça s'en vient. Là, puis ça fait... Fait que là, non. La classique, tu sais, Looney Tunes. De gaz qui allume. Redneck County, c'est mon quartier. Ça, là. Man. Serge, God bless Serge. Anyway, on va revenons aux choses sérieuses. Mais je croyais que c'était important qu'on fasse l'update parce qu'on se parle juste aux 2 semaines, guys. Fait qu'on vous donne l'update maintenant aux 2 semaines. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie en 2 semaines maintenant. Mais oui, on va parler de prix versus valeur parce qu'on sort d'une session de mentorat avec une de nos clientes, Sonia. Et on parlait justement, c'est un sujet qui est venu vraiment beaucoup de valeur, prix versus valeur et comment je pourrais dire ça, c'est une erreur qu'on voit souvent, puis pas juste dans des débutants, dans des entrepreneurs qui sont aguerris et d'expérience, mais souvent tout dépendant du milieu dans lequel on vient ou de
dans quel type d'entreprise qu'on opère. C'est pas la même façon. Et là, juste pour donner un petit briefing, notre cliente, elle sort d'un milieu très de la restauration, très basé sur les prix, etc., sur un modèle plus de valeur avec de l'éducation, des services, etc. Et on a pensé que ce serait un bon reminder de vous l'amener. Et on pensait qu'on avait parlé de ça. On en a probablement parlé de façon indirecte dans les podcasts, mais on ne l'a jamais probablement parlé vraiment de la différence. Et puis, on pense que c'est ultra important parce que c'est basic, mais il faut se le rappeler peut-être constamment ou c'est important de l'assimiler vraiment en tant qu'entrepreneur. De l'assumer, de le réexplorer, tu sais. Mm-hmm. Il y a Sonia avec qui on en a parlé là. Il y a une autre des personnes qu'on accompagne, qui m'a fait Alexandra Martel, qui en fait son flambeau sur le pricing de valeur aussi. Dernièrement, sur quelques groupes plus privés d'entrepreneurs, justement, j'ai l'impression que l'été, pour plusieurs, c'est on fait le ménage de notre business, on fait l'inventaire, on essaie de se mettre dans une bonne posture pour l'automne. Puis, il semble avoir beaucoup de personnes qui, justement, réévaluent leur modèle au niveau, tu sais, le prix versus valeur, mais la méthode de facturation, tu sais, forfait, c'est-tu du package, vraiment comme vendre du produit, c'est-tu du banque d'heures, blablabla. Fait qu'il y a beaucoup de ce temps-là, du moins de discussion que je vois passer en lien avec comment est-ce que je fais mon argent, finalement, puis comment est-ce que je la maximise. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que d'être capable de faire, tu sais, la base, c'est vraiment de commencer par comprendre la distinction entre le prix, ce qui est un chiffre sur un papier, une colonne d'un Excel versus la valeur. Puis à partir de ça, on bâtit autour de comment est-ce qu'on maximise le prix qu'on vend basé sur la valeur qu'on peut amener. Mm-hmm. Après ça, on déterminera c'est quoi le meilleur véhicule au niveau du produit ou de la façon qu'on va le positionner dans sa business. Donc, il y a... Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sur le pricing, je veux dire, facile, parce que il y a beaucoup de biais personnels attachés à ça, ta relation avec l'argent, ta confiance en ton produit, ta confiance en toi. Ouais. Donc, tu sais, de dire, je vais vendre du forfait qui inclut, voici une liste de choses, une liste d'épicerie qui est inclue pour un montant X, that's it. Je suis comme, oui, c'est ce qui est le plus facile à communiquer, mais en même temps, c'est là que tu te mets dans une position où dès que tu sors du cadre, tu vas gruger dans ta marge de profit. Tu laisses l'argent sur la table. Est-ce que tu le fais au détriment aussi de ta qualité de vie, parce que non seulement les extras autour, très souvent, c'est comme, c'est un petit quelque chose, j'en ferai pas mention, je le chargerai pas, mais tu gruges dans ta marge de profit et dans du temps qui n'était pas budgété, que tu prends sur ton temps personnel, ton temps de famille. Donc, d'être capable de comprendre comment est-ce que tu peux positionner tes produits pour te mettre dans une position où tu as le rapport de force avec le client selon tes conditions de succès, selon ce que tu aspires à avoir comme style de vie par ta business. Donc, de contrôler les variables plutôt que de se mettre en position je veux faire plaisir puis je vais accommoder le client à toutes les opportunités. Là, donc. Mais là, parce que je le vois souvent, puis tu viens de le dire, c'est souvent des biais personnels qui vont dicter ces choses-là. Une des façons les plus faciles, je pense, c'est de changer, je dirais, sa perception par rapport à ça, c'est de se mettre dans la peau du client, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aimerais entendre? En tant que client, qu'est-ce que tu veux entendre? Comment est-ce que tu veux être vendu? Et il y a tout le processus de vente qui vient avec la perception de valeur. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on disait avec Sonia, par exemple. Moi, quand je suis client, je veux savoir qu'est-ce que j'en ai, mais je veux savoir qu'est-ce que je vais en retirer sur le long terme. Et pour le client, pour ce client-là, c'est la proposition de valeur plus sur le long terme. Fait que, par exemple, c'est de regarder ce qu'on disait avec Sonia, c'est que oui, même si tu break even sur ton cost initial, ça qu'on va dire que le client va dépenser, je sais pas moi, 5 000 $ et puis il arrive à faire 5 000 $ de revenus par rapport à ça. Ce qui est important de regarder, c'est la valeur sur le long terme. Fait qu'admettons, dans le domaine des boissons dans lequel Sonia est, c'est de savoir combien de personnes qui vont réussir à devenir des clients sur le long terme et que la valeur qui est perçue par ce client-là soit de potentiellement 20, 30 000, 40 000 $ sur les prochains 5, 6 ans. Tu comprends-tu? Donc, il y a toute la notion d'investissement qui vient avec ça versus la notion de dépenses. Et souvent, on va se justifier le fait de « je peux pas charger ça parce que ça vaut ça, puis de l'heure, puis ça n'a rien à voir avec le salaire horaire. »
ça a à voir avec ce que le client va investir, combien d'argent sur le long terme, la lifetime value, comme on dit, va être. Quand tu regardes au niveau moi je parle du marketing digital parce que c'est plus mon background. On appelle toujours la LTV, la lifetime value, qui est une métrique clé au niveau de la prise de décision par rapport à un investissement. Puis je vais garder le mot, je veux vraiment hammerer le mot investissement par rapport au mot dépense. Parce que, admettons qu'on va dépenser de l'argent, je ne sais pas, sur une publicité Facebook. On va mettre $1,000 sur une publicité Facebook. La règle, c'est que si on break even, si on a un retour sur investissement, même si on ne fait pas d'argent sur ce $1,000-là et qu'on break even, admettons qu'on a zéro, on a zéro sur notre balance sheet, on est dans l'argent. On est super content que ça se passe parce qu'on sait qu'on a l'acquisition client. On n'a pas fait d'argent sur l'acquisition du client immédiate, mais sur le long terme, on sait qu'on va avoir, ça va être profitable. Donc, c'est des métriques au niveau de la LTV qui sont intéressantes, c'est de savoir combien d'argent ton client vaut sur lifetime. C'est difficile de gager ça parce souvent on va pas le savoir, on va pas tout tracker, mais de savoir à peu près comme, OK, si je break even sur ma transaction initiale, combien d'argent je vais pouvoir faire sur le long terme? Admettons sur un restaurant ou peu importe, tu vas te dire, OK, même si ce que je donne en ce moment et puis je fais pas d'argent sur ce client-là, le fait qu'il va revenir 2, 3, 4 fois, 10 fois va me faire mon profit, si tu veux, sur le long terme, qui est une métrique, à mon avis, clé que beaucoup d'entrepreneurs, je veux dire, tu vas prendre ta décision par rapport à ce facteur-là beaucoup plus qu'on pense. Oui, puis c'est sûr qu'il faut regarder c'est quoi le modèle d'affaires. Si vous avez une business qui est le client consomme juste une fois, one-off, c'est sûr que cette approche-là, mettons, dans une business de produits, mettons, à mon sens, justement, c'est peut-être un petit peu moins applicable parce que c'est pas tous les produits que tu as de la récurrence de consommation. Oui. Fait que tu peux moins te plier un petit peu là-dessus. Mais règle générale, on sait que du moins ceux qui nous écoutent dans le podcast, très souvent, ça va être des entreprises de services ou justement des business online avec, oui, des produits, mais justement avec une notion de repeat business. Dans cette notion-là, c'est de regarder, bon, mais ma récurrence, elle ressemble à quoi? Ouais. Est-ce que je suis capable de justement aller soit, oui, tu as le lifetime value, sinon, si tu veux avoir plus de prédictibilité, tu peux te baser sur le revenu annuel d'une personne, dépendamment du cycle de consommation. Mais oui, du moment que tu acceptes qu'une première acquisition, tu es à zéro, ben à partir de là, t'as pas perdu puis tu mets ton overhead. C'est important d'avoir la traçabilité pour être capable de dire, bon, mais mon client, justement, on sait que, mettons, en une année, va consommer 4 fois un produit à 600$, fait qu'il vaut 2400$, ben oui, c'est sûr, tu veux toujours baisser ton coût d'acquisition, mais quand même qu'il t'aurait coûté 250$ comme acquisition, ben tu fais quand même au-dessus de 2000$ sur lui par après, puis après ça, là, on embarque sur une notion de structure d'upsell, puis faciliter les ventes par après. Mais pour créer de la valeur et pouvoir pricer à la valeur, à mon sens, c'est d'être capable de démontrer une première fois cette valeur-là aussi. Fait que oui, tu sais, t'as différentes écoles de pensée. T'as ceux qui vont dire commence plus petit avec un produit d'entrée, puis monte-le progressivement dans ton échelle de valeur. T'en as d'autres qui vont dire va-t'en direct pour le high ticket ou peu importe. La réalité, c'est que le prix est irrelevant. Démontre la valeur, puis à partir de là, le prix, la personne va. Si t'es capable de démontrer que t'en donnes plus que ce que tu demandes, la personne va payer pour. Si le timing est bon. Ça m'en a aussi un des biais au niveau de tout ce qui est pricing, c'est que les gens vont essayer un pricing plus ambitieux et après un refus, 2 refus, vont tout de suite faire l'association de c'est parce que le prix était trop cher. Ouais. Malheureusement, non. Il y a énormément de variables qui rentrent en compte, puis je comprends que très souvent, ça nous fait plaisir à la limite et ça nous accommode de prendre ça comme excuse parce que c'était la chose sur laquelle on était la plus faible mentalement, la moins prête à aller défendre. Mais tu vas avoir le timing, tu vas avoir justement, c'est quoi ces enjeux actuellement. Donc, faut pas faire le raccourci mentaux. Mais dans une optique où justement, si vous avez une business qui a de la récurrence, c'est à votre avantage de miser sur le pricing de valeur parce qu'à partir de là, la personne, si tu as démontré avec ta première vente qu'elle a de la valeur, toutes les autres, tu viens d'enlever de la friction.
Parce que le prix est secondaire, parce que justement, la personne a une compréhension de ce produit-là, ce service-là, a cette intention-là, cette utilité-là. Et à partir de là, il n'y a plus de frein parce que ça devient tout le temps, comme tu as mentionné, des investissements et non pas des dépenses. Ouais. Et puis, je pense que un des problèmes aussi, c'est, je pense, puis tu l'as dit, on va souvent mettre le prix comme faute, alors que c'est souvent le processus de vente ou la présentation de la proposition de valeur. Et souvent, tu vas le voir, le problème, c'est comme on va dire, OK, c'est tant et ça comprend ça. Et on va penser que le maximum qu'on va avoir, ce que tu as dit sur ta liste d'épicerie, là, le plus long va être la liste d'épicerie, le plus de valeur sera perçue par le client, alors que c'est complètement le contraire. Tu regardes dans un resto, on a utilisé cette analogie-là tout à l'heure, dans un resto où tu as une carte, un menu qui est énorme, OK, où tu as toutes sortes de choses, versus un resto où tu vas avoir un 5 services 7 qui est prédéfini. Lequel que tu vas percevoir comme celui qui va offrir le plus de valeur en tant que tel et lequel va charger le plus cher. Et je peux te garantir que c'est toujours celui qui a le plus petit menu qui va charger plus cher. OK? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'on va être capable de payer? On va aller payer ça. Tout est une question de valeur. Et là, à ce moment-là, on va pas factorer in la quantité de nourriture qu'on va recevoir par rapport à ça. On va pas factorer in l'expérience. On va factorer in le non tangible d'une certaine façon. On va vraiment factorer in des facteurs qui ne sont pas, qui sont pas juste comme partie de la liste de grosserie. OK? Comment est-ce qu'on va se sentir? Comment est-ce qu'on va feeler? Qu'est-ce qui sont je sais pas moi, la perception des autres par rapport à le fait d'être dans cette perception sur soi-même, d'être dans ce restaurant-là. Tu sais, il y a différentes choses qui sont complètement irrelevant par rapport à la mentalité de shopping list, mais qui sont importantes. Alors que si on arrive dans un processus de vente puis on se dit, regarde, voici la valeur, la proposition de ce que ça va donner au niveau de valeur, et ensuite, comme tu as dit tout à l'heure, le prix devient irrelevant d'une certaine façon. C'est que le prix va être comme, soit une personne va penser que ça, ben non, c'est trop cher parce que peut-être qu'elle n'a pas nécessairement le budget non plus. Et ça, c'est correct. C'est un facteur qui doit être pris en compte. Ou qu'elle y voit pas la valeur, puis c'est correct aussi, là. Mais c'est toute une question de présentation aussi. Oui, mais ça veut dire que là, il n'y a pas de fit. Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de client fit. Donc, dans le fond, c'est de se dire, regarde, si le prix est bon et que la personne voit la valeur overall, puis le prix est là, parfait, là, il y a un fit, tu comprends-tu? Mais la personne, ensuite, c'est là qu'on rentre dans des processus de downsell aussi. Si c'est le prix, hey, tu peux avoir une version light avec ça, OK, ben cool, parce que c'est vraiment ça que je voulais, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est de comprendre le processus de vente qui est super intéressant par rapport à ça, et je pense que c'est là que les entrepreneurs perdent beaucoup d'opportunités, c'est en ne masterant pas leur processus de vente et la présentation de la vente. Et puis, ça n'a pas besoin d'être nécessairement que de se mettre devant une personne puis de vendre la salade. C'est la façon dont on va l'amener à cette personne-là. OK? C'est pas juste. La meilleure façon de le voir, c'est de regarder par exemple ce que fait, on a parlé d'Alex Martel, mais les pages de vente d'Alex Martel, c'est des belles pages de vente qui expliquent vraiment, qui ont un ordre spécifique dans les choses. Tu comprends-tu? Dans le copywriting, là, puis c'est facile d'utiliser cet exemple-là dans le digital parce que la long form sales copy là, est l'exemple parfait de comment est-ce que ça devrait regarder au niveau d'un processus de vente, mais regardez même les infomerciales à la télévision. Là. Comment tu appelles ça? Les publicités? Oui, mais les infomercials la nuit, là. Late night. Je ne connaîtrais pas le terme. Boutique TVA. Mettons, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais gars, pensez à boutique TVA. Ouais, ben c'est ça. Les affaires qu'on vous vend la nuit, là, ben, c'est le même type de processus. T'sais, ils vont pas vous arriver dès le départ avec comme ça vend ça. On va vous vendre le chamois ou peu importe le chamois ou le sticky. De ce temps-là, c'est les Gotham Steel. Gotham Steel! Ça, Gotham Steel, man. T'as-tu une Gotham Steel? J'en ai une, man. J'ai Gotham Steel ben raide, mais je suis pas dessus. Je suis pas tant satisfait. Mais ils ont réussi à me le vendre. Mais je rajouterai pas, par exemple. Moi, ce qui m'a vendu, c'est quand ils ont mis les peppermint dans la panne et ils ont mis
les peppermint dans la panne et puis qu'ils ont ça a tout fendu, même le plastique, puis il le sort juste de même, ça slide. C'est un mensonge. La panne. Ben oui, fort probablement. Mais bref, tu sais, ils arrivent vraiment en montrant comme, tu sais, la proposition de valeur, et puis toi, tu vas te faire ta propre idée que oui, ça vaut ça. Puis à la fin, tu as une offre que tu peux pas refuser, là, tu sais. Fait que c'est d'utiliser un petit peu ce type de raisonnement-là dans la façon dont vous allez présenter votre offre en général. Mais puis c'est justement comme j'en reviens au fait de c'est correct de pas être capable de vendre à tout le monde. Tu sais, un exemple que parce que c'est un petit peu autre parce que ça c'est dans le produit, mais vous allez comprendre mon point. Je consomme beaucoup de barbecue. Et très peu de personnes arrivent à comprendre pourquoi j'investis autant d'argent dans des barbecues. Mm-hmm. C'est la même boîte, c'est les mêmes gadgets, mais au final, c'est justement, le prix est irrelevant. Vous avez vos billets. En tant que fournisseur de services, vous êtes déjà biaisé par rapport à votre relation avec l'argent, votre connaissance du marché. Vous avez plus d'informations que le client. Donc, vous vous sabotez en établissant votre prix plus souvent qu'autrement. Parce que vous allez choisir un price point qui est confortable pour le processus de vente, mais qui va vite devenir inconfortable après parce que vous allez vous rendre compte que vous travaillez trop pour le tarif que vous... Fait que, ultimement, établir son prix, c'est choisir avec lequel inconfort je suis le plus à l'aise de jouer et qui est à mon avantage. Donc, sans le faire à mon détriment. Personnellement, j'aime mieux dire, je vais aller avec un prix plus haut, quitte à négocier à la baisse, plutôt que mettre un prix plus bas puis juste laisser de l'argent sur la table. Ne pré-négociez pas avant que le client connaisse même pas le prix encore. Là. Mettez-vous dans une position de force. Mm-hmm. Sinon, de l'autre côté, ben c'est ça, c'est de voir, vous avez votre perception. Le prix, vous le déterminez selon la valeur que vous estimez que le client en reçoit. Hein. Mais à partir de là, nous, on n'a pas, je veux dire, on n'a pas ses lunettes, on n'a pas ses yeux, on ne voit pas comment il le perçoit de son côté. On peut l'influencer, mais there's only so much you can do. À partir de là, c'est d'accepter que ben, pour le même produit, le même type de business, on n'a pas l'information sur ces enjeux. Certains vont voir la valeur, certains non, puis c'est correct. Le problème n'est pas nécessairement dans le prix. Il est peut-être dans votre positionnement, il est peut-être dans le timing, il est peut-être dans plusieurs choses. Mais n'ayez pas comme premier réflexe de réduire votre offre, réduire le prix, parce que très souvent, c'est à l'inverse. C'est la dernière chose qui devrait être faite. Ça ne devrait pas être le premier réflexe, ça devrait être le dernier recours. De là, faites l'inventaire puis réévaluer mon positionnement, juste mon angle marketing, la façon que comme tu mentionné, que c'est présenté, à qui c'est présenté, quand c'est présenté. Tout ça a beaucoup plus d'impact sur la vente que le simple prix. Mm-hmm. C'est certain qu'il faut toujours le backer. On part du principe que tu backes toujours avec une offre, si tu veux, une livraison de qualité. Okay? Mm-hmm. C'est pas le fait, souvent on va penser que ben là, j'oversell ou peu importe. C'est comme, là, encore une fois, on rentre dans une optique de j'ai pas confiance au service que je donne. Tu sais, quand tu as confiance dans tes habilités, ce que tu donnes, souvent on va être notre plus gros critique. Okay? On va penser qu'on est moins bon qu'on l'est réellement. Si tu penses que tu es meilleur que tu l'es réellement, là, ça peut être un problème. Oui. Mais en règle générale. En même temps, c'est la preuve, il y en a qui le payent pour. Oui. Ce monde-là ont des clients. Puis Chris, oui, mais souvent pas du recurring. Exact. Mais reste que ça démontre que le prix n'est pas le problème, ils sont capables de le vendre. Est-ce qu'ils en font un modèle d'affaires? Est-ce qu'ils en font un business viable? Absolument pas. Non. Mais quelqu'un qui a un produit de merde avec un prix trop haut, mais qui est capable de le vendre, est la meilleure preuve que le prix n'est pas important. Ben, vous le voyez si vous êtes dans le coaching, si vous êtes vous êtes un service provider, vous le voyez. Là. Puis vous dites, ben là, moi, je suis meilleur que lui, mais comment ça se fait que le monde lui paye ça? Puis c'est toute une question de vente puis de perception aussi. Une des façons, je pense, les plus faciles ou les plus lowest hanging fruit, je te dirais, pour augmenter la perception de valeur, c'est surtout si vous êtes pigiste ou si vous offrez un service particulier, puis je pense qu'on a beaucoup de monde qui sont solopreneurs, qui offrent dans des business de services qui nous écoutent, c'est de travailler sur votre personal branding, sur la perception que les gens vont avoir de vous. Ça veut pas dire qu'il faut... Je parle pas de bullshitter, là. Je parle pas de dire comme, OK, je vais être une personne totalement différente que ce que je suis, mais c'est de travailler sur votre image de marque. Puis, on en a parlé déjà dans les podcasts, vous pouvez écouter des épisodes précédents sur le personal branding. Mais je pense que c'est très important qu'une image de marque personnelle, de perception de personne soit très... faire attention à ces choses-là.
OK? De porter attention parce que ça rentre énormément dans le processus décisionnel d'une personne. Même si le service est, tu sais, peu importe ton service, la perception de la personne et la perception de la réputation de la personne est super importante. Et de pratiquer cette image de marque-là dans votre marché est importante. C'est pour ça que quand on parle de nicher, par exemple, souvent de se nicher comme dans une certaine expertise ou une chose en particulier va être très importante parce que on va percevoir l'expertise. Tu sais, si on est trop généraliste, et encore une fois, c'est exactement la même chose qu'un resto. Si on est trop généraliste, c'est bien, c'est le fun, on peut aller se remplir la bédaine, mais est-ce qu'on va, quand on veut l'expérience VIP, est-ce que c'est là qu'on va envoyer les gens? Probablement pas. Tu sais, et c'est un petit peu la même chose. Donc, je pense que c'est une façon de travailler ces choses-là, de bien de présenter et de ne pas avoir peur de se présenter de la bonne façon. C'est ça que je veux dire. C'est souvent, on va se présenter en dessous de ce qu'on est vraiment, et puis ça, c'est un problème. Soyez conscient et justement de cette perception-là et cohérent surtout. Tu sais, je vais m'utiliser comme exemple parce que ça me fait tout le temps rire. Tu sais, moi, quelqu'un qui essaie de me négocier, en fait, il n'y aura jamais de négociation à la baisse de mon prix. Quelqu'un qui vient pour du mentorat, si tu essaies de me négocier, tu sais, je veux dire, l'objection est très facile à briser. Tu sais, tu viens me voir pour t'apprendre à faire plus de sous avec ton entreprise. Comment est-ce que tu penses que moi, je peux être perçu si le premier... On starte notre relation sur moi, je dévalue ma business. Tu vas payer un expert pour t'apprendre à faire plus d'argent et lui, la façon qu'il en fait, c'est en baissant son prix. Il y a un disconnect. Ce n'est pas cohérent. Fait que si vous êtes dans une position d'expertise, à un moment donné, la personne, si elle reconnaît votre expertise, ben, elle sait qu'il y a un prix qui vient avec. Un expert, à mon sens, des experts à rabais, t'en veux pas. Là. Un expert n'est pas supposé, je pense, avoir besoin de ça. Fait que n'ayez pas peur à un moment donné de juste comme c'est plate et ça peut être perçu comme passif-agressif ou trop abrasif à avoir comme discussion avec son client. Mais le client va très vite comprendre là, de justement comme ben, en effet, si je veux un expert, ça vient avec le prix, puis un expert, s'il peut, s'il est dans une position qui peut faire des rabais, tu lui l'expert, il est-tu aussi booké qu'il pense? Ouais. I don't know. Moi, ça met un doute, là. Donc, à un moment donné, c'est de s'affirmer dans sa position, puis ultimement, vous la connaissez, votre valeur, là. Fait que s'il y a quoi que ce soit, négociez à la hausse. Ne baissez jamais votre prix, puis gonflez la valeur. Puis gonfler la valeur perçue, très souvent, ça peut se faire avec des choses qui vous demandent pas plus de temps, qui vous demandent pas plus de dépenses. On joue avec, tu sais, justement, à partir de là, ces extras-là vont être très, je veux dire, selon le cas, là. Dans certains cas, c'est une petite mention sur les réseaux sociaux parce que la personne tripe donc bien sur ton cas, puis dans sa tête, c'est comme « Ah, il a parlé de moi », puis comme ça fait toute la différence. Ça t'a pas coûté rien, ça a pris 4 secondes. Fait que essayez d'aller regarder plus le côté émotif de la personne, puis qu'est-ce qui sort un peu du cadre, mais qui est vraiment genre le plus simple, bas coût pour gonfler. C'est-tu d'un angle plus des add-ons stratégiques? C'est-tu des goodies, des produits physiques que vous pouvez ajouter, que vous avez déjà, ben, des outils que vous utilisez très souvent, là. Les gens payent beaucoup pour de l'expertise, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est les outils des experts, parce qu'ils pensent donc bien qu'ils sont capables de les utiliser. Fait que, n'hésitez pas là, à fournir 2-3 petits outils que vous utilisez. Faites, vos outils, essayez d'en avoir tout le temps une version white label, donc pas de logo, pas brandé, pour pas qu'ils puissent nécessairement partir avec vos éléments, puis je sais pas, moi j'essaie de toujours avoir une version white label pour dire, gars, je sais que voici l'outil, tu pars avec en plus, puis tu seras, sans dire que tu vends l'illusion de l'autonomie, on veut qu'il soit autonome. L'expérience m'a démontré que ça arrive peu souvent, mais au moins, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que, ben ok, c'est le petit quelque chose qui manquait pour la valeur perçue, pour dire, ben là, en effet, j'en ai vraiment plus que ce qu'il me demande au niveau du prix, là. Puis au niveau du prix, de la façon aussi, une façon d'upgrader votre sales pitch, c'est justement d'éliminer le mot prix ou le mot on charge ou je charge tant, etc. Remplacez ce mot-là par investissement. Puis je peux vous garantir, vous allez voir une perception différente par rapport à votre pitch. Quand on dit, hey, le prix est de 5 000 $ ou l'investissement est de 5 000 $. Ça paraît niaiseux comme ça, mais c'est
à mon sens, la différence est énorme. La perception de valeur est énorme. Quand on parle d'investissement, on parle de retour sur investissement. On parle de refaire cet argent ou de multiplier la somme d'argent qu'on va investir. Okay? On n'investit pas pour perdre. Une dépense, souvent, c'est une dépense. On parle souvent de ça, c'est quand on parle de char. Ah ouais, un char, c'est pas une dépense, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Tout est une question de perception. Okay? Pourquoi certaines personnes vont mettre de l'argent plus dans un char que d'autres? Tout est une question de valeur. Quand tu fais 50 000 kilos par année, tu vas te rendre compte que ton char, ça vaut la peine de payer 10-15 000 de plus, qui est confortable, et qui fait que tu es capable de faire 10 heures en ligne dedans. Là. Exactement. Puis c'est de dire que, hey, parce qu'on trouve l'investissement, le retour sur cet investissement-là. Fait que l'investissement n'est pas au niveau de la valeur intrinsèque du char. Elle est sur toutes les à côté qui vont venir exactement comme tu viens de dire. Fait que, essayez d'utiliser peut-être plus ce mot-là, puis je peux vous garantir que vous allez voir probablement peut-être une différence, oui, dans la face, par rapport à vos clients, mais par rapport à vous dans la perception que vous avez de votre offre. OK? Si vous la voyez, votre offre, comme un investissement pour cette personne-là, je peux vous garantir que ça va changer complètement la dynamique de votre pitch. Oui, puis quand vous établissez votre prix, souvent, on va tester le prix avec des personnes qu'on connaît ou quoi que ce soit. Mettons, regarde, cette offre-là pour ce prix-là, c'est comme, est-ce que le prix fait du sens? Sinon, comment tu penses que ça vaut? Switcher complètement à l'inverse. Voici ce que je te propose. Voici le prix que je m'enligne. Est-ce que tu penses que c'est juste? Si la personne te dit oui, bon, mais tant mieux. Si elle te dit non, plutôt que de dire, je devrais le pricer comment non? Qu'est-ce que je devrais ajouter dedans pour que tu aies l'impression que, justement, là, ça devient un bon prix. Puis vous allez vous rendre compte, justement, que des fois, il y a une élasticité dans le prix que vous allez mettre le price point. Ouais. Je sais pas moi. On prend l'exemple des sites web. Des sites web, tu en as à 300$ puis tu en as à 30 000. Là. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que c'est un bon exemple pour montrer que la valeur versus le prix, c'est très relatif. Yep. Donc, de là, de dire, bon, mais gars, pour un site, un one-pager, 2000$, bon, est-ce que ça fait du sens pour tel type d'audience? Oui. Non? OK, parfait. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque, mettons, pour aller chercher ce prix-là? Tu demandes à 20 personnes, puis il y en a qui vont te dire oui, c'est le prix parfait. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez cher. Il y en a qui vont dire qu'il faut vraiment que tu en ajoutes plus. Fait que c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de bonne réponse. La seule bonne réponse, c'est elle que vous êtes capable d'assumer puis aller au bat pour. Mais le market fit est super important dans ce temps-là. Exactement. La proposition de valeur par rapport au market fit. La proposition de valeur va être, ou je dirais le montant de la proposition de valeur va être directement lié au market fit. Oui. Le plus proche vous allez être de votre market qui est prêt à investir des montants conséquents, ben le moins sera difficile parce que la proposition de valeur va être directement liée. Le monde va comprendre complètement. C'est toujours plus facile de baisser, de baisser un prix en négociation, donc d'afficher plus haut au niveau du public et après ça, à porte fermée, négocier à la baisse, que d'afficher public, en vendre, mettre un précédent et ensuite vouloir augmenter son prix. Ouais. Chaque client que vous signez à prix trop bas devient un ambassadeur, je veux pas dire négatif, mais un facteur de risque pour votre business. Parce que si par malheur il a été satisfait, ils vont en parler. Puis ils vont en parler possiblement à d'autres personnes dans sa position qui seraient alignées, mais qui vont amener un gros défi de gestion des attentes. Fait que tu sais, j'en reviens à c'est quoi le pire inconfort? Ben, du moins, à l'inverse, c'est quoi le meilleur inconfort dans votre position? Moi, comme je le mentionne, à tous les cas, pour l'instant, je trouve que j'aime mieux jouer l'inconfort de négocier au besoin, puis d'en faire moins de ventes un peu en amont, mais de tout de suite éduquer qui est le genre de client que je veux faire. Le plus dur, c'est de créer ta première vente. Ta première vente va faciliter la deuxième, la troisième, tes 20 premières vont faciliter tes 20 d'après. C'est de créer un momentum. Mais si tu manques ta marque avec la première vente, ça se peut que ça prenne un certain temps avant de pouvoir revirer le vent de bord. Puis ça, ben, malheureusement, c'est là que ça se fait au détriment des gens. Des business, des entrepreneurs qui se ramassent sur le bord du burn-out et que, au-delà de tout ce qu'ils pensent, l'effet domino commence tout simplement par une mauvaise stratégie de pricing. Là. Il y en a tellement. Là. Yeah.
tu bâtis des frustrations, tu commences à te remettre en doute, blablabla, juste parce que tu as un biais personnel puis que tu n'es pas capable d'assumer que la valeur que tu génères n'est pas représentative du prix que tu charges. Des entrepreneurs qu'on a quasiment doublé les prix puis ça n'a eu aucune incidence. Zéro. C'est contraire. plate, là, mais c'est... Au contraire, souvent. Ben exactement, c'est ça. Ça a dû solidifier le positionnement, se ramasser juste des podcasts, ben faire plus de prise de parole publique. Mm-hmm. Puis à partir de là, ben à mon sens, c'est le genre de regret qui est plate à traîner, de faire Chris, le classique de avoir su, ben tu fais le calcul à l'envers de comme OK, j'ai roulé 2 ans avec un chiffre X qui aurait dû être Y. C'est un coût d'apprentissage qui vient très, très élevé et qui te reste dans la tête longtemps. C'est démotivant là, d'apprendre que pour le même travail, tu aurais pu faire 40 000 $ de plus par année en solo, juste parce que ton prix était trop bas. Mais no joke, quand tu regardes au niveau du mentorat, ce qu'on a fait beaucoup cette année, c'était énormément ça. Le retour sur investissement qu'on a donné quasiment le plus rapidement, c'est rapidement d'évaluer justement ces leaks-là, ces propositions, le price tag versus la proposition de valeur qui était complètement off. Et à partir du moment où tu changes ça, tu dis, OK, wow, OK, j'avais pas... Mais non, puis après, no joke, le 3/4 de travail après, c'est de consolider l'entrepreneur que ça vaut ça. Tu comprends-tu? Parce que l'auto-sabotage est tout le temps là. Mm-hmm. Ben non, mais je peux pas faire ci. Pourquoi? C'est juste dans ta tête. C'est juste dans ta tête, puis c'est dans la façon dont tu vas le présenter, puis la façon dont toi, tu vas le percevoir aussi. Puis ça fait une grosse différence. On pense à, je regarde Maud Lavoie, on parle souvent de Maud, mais Maud est l'exemple parfait de la structure, restructurer son offre, montrer plus de valeur, montrer la valeur vraiment réelle avec le price tag qui est adéquat. Puis sa business a augmenté, puis ses temps libres ont augmenté aussi, parce que justement, elle a besoin de moins travailler pour faire le même montant d'argent, tu sais. Mm-hmm. Donc, en tout cas. Petit défi peut-être avant de wrapper up. Qu'est-ce qui serait le petit défi de la semaine au niveau de votre... si vous pouviez ressortir avec plus d'argent dans vos poches en montrant vraiment, en augmentant vos prix avec une proposition de valeur qui est plus intéressante, qu'est-ce que vous feriez dans votre business, ou qu'est-ce basé sur ce qu'on vient de dire, où est-ce que vous avez identifié que vous jouez petit par rapport à ce que vous pouvez amener? Tu sais, je veux dire, faut accepter aussi que, tu sais, très souvent, mais oui, ça découle d'un biais. On aura beau en parler, là. Quelqu'un qui a un biais par rapport à ça, ou ben un malaise, on réglera pas ça en une discussion, une demi-heure, ça prend du temps. À l'inverse, par contre, le premier pas de l'avant, souvent, que je vais encourager, c'est plutôt que changer ton prix de ton produit flagship, donc de la chose 1 que tu vends, commence par ta structure d'upsell. La personne, elle a déjà un lien de confiance avec toi, elle a déjà consommé, elle reconnaît déjà ta valeur, soit complète ou partielle au minimum. Fait que si vous n'en avez pas, essayez d'en créer une ou sinon optimisez-la. Quelle serait une structure d'upsell? Un upsell, c'est comment est-ce que je suis capable de vendre un second produit à une personne alors qu'elle n'a possiblement même pas fini de consommer le premier. Donc, une structure qui vous permet d'augmenter la facture moyenne ou la valeur annuelle d'un client. À partir de là, puis ça, là, faites-le, cet ajout-là, sur un pricing de valeur. Basé sur le service A que je viens de faire pour cette personne-là, quelles sont les petites failles qu'à la fin, elle va être consciente. Elle va le savoir qu'il y a des petites faiblesses encore, puis que là, tu y vends une petite solution qui n'était pas prévue, mais qui, à la fois, amène beaucoup de valeur et aussi étire le retour sur investissement qu'elle a déjà fait. Mm-hmm. Le classique, je reprends l'exemple de site web. Personne qui a payé, mettons, 2500$, bon, mais possiblement qu'un upsell facile à la valeur. La personne, si elle a payé pour son site web, elle ne sait pas comment le faire, elle ne sait pas comment le gérer. Possiblement que ça vaut la peine d'y vendre quelque chose qui va être soit en lien avec la mise à jour, la sécurité, de la maintenance un peu. Donc, c'est quelque chose qui va vous prendre très peu de temps parce que vous, de votre côté, c'est ce que vous faites à temps plein. La personne, on le sait que tu as la valeur stratégique elle ne veut pas s'en occuper. Le simple fait d'enlever une tâche sur sa liste, que c'est quelque chose que ça ne l'intéresse pas puis que ça lui fait peur à la limite, elle va vouloir payer pour. Donc, essayez de regarder comment est-ce que vous êtes capable d'avoir un upsell, 2 upsells, 3 upsells qui sont tous sur le pricing de valeur. Puis à partir de là, lorsque au final, vous allez avoir votre déclic,
puis l'assurance et la confiance d'assumer un vrai pricing de valeur à l'entrée Mm-hmm. si on vous a mis dans une position de petit succès en amont avec une personne que vous avez déjà une relation d'établi puis un lien de confiance. Boom, low hanging fruit. Yep. Parfait, mon chum. Merci tout le monde. Bonne semaine, Matt. Yes. Bonne fin de semaine dans ton rôle de service clientèle cette semaine. Mm-hmm. Comment que ça se passe? J'ai hâte que Buzu revienne. C'est ça. De revenir, de repasser de niveau 1 gestionnaire à retomber comme plus dans l'exécution day-to-day. C'est dur de prévoir le futur quand tu travailles dans le présent. Donc, puis clairement, je me redécouvre ou je réalise à quel point je n'ai plus de patience ou moins de patience. Donc, mais justement, c'est pour encore montrer qu'il y a, c'est souvent le service clientèle va être souvent soit sous-payé, mais je te dirais, sous-évalué, mais ça reste je dirais, un département clé dans une business. Oui. Martin est très bien payé pour sa job, mais présentement, je suis capable de dire qu'il vient quand même de prendre de la valeur parce que j'ai revécu la douleur. Donc, tu vois, Martin, en prenant une semaine de vacances, vient de doubler sa valeur. J'y paierai pas le double de sa valeur. Je vais le reconnaître, par contre. Il va gagner un award ou quelque chose. Ouais, c'est ça. On va se patenter quelque chose à Hamilton. Ben, bonne chance, mon chum. Puis on se parle la semaine prochaine. Salut tout le monde! Yes, sir! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.